Bonjour à tous, dans ce petit vidéo, nous allons passer à travers les diverses étapes qui sont nécessaires à la création d'un programme en utilisant l'interface de développement intégré MPLAB-X, logiciel de la compagnie Microchip que nous allons utiliser cette session pour programmer notre microcontrôleur, le PIC16F877A. Donc, en réalité, c'est relativement simple. Nous allons tout d'abord, chaque fois que nous voulons créer un nouveau projet, créer un dossier sur notre bureau ou sur une clé USB. Pour la démonstration d'aujourd'hui, je vais tout simplement l'appeler démo projet. Et à l'intérieur de ce dossier, pour faciliter notre tâche, nous allons aller tout de suite déposer quelques fichiers bien spécifiques, fichiers qui ont été installés sur votre machine avec l'installation du logiciel MPLAB-X. Donc, je vais aller sur mon C, ou plutôt dans mon C, sous Program File. À l'intérieur de Program File, nous allons chercher le répertoire Microchip. Dans le répertoire Microchip, nous voyons que nous avons toute une série de dossiers. Chacun de ces dossiers contenant les informations ou les librairies nécessaires pour programmer nos microcontrôleurs, soit en C, soit en assembleur, etc., etc. Donc, le dossier qui nous intéresse plus particulièrement est le dossier MPASMX. Donc, donnez-moi juste une seconde. Oui, excusez-moi, est le dossier MPASMX qui contient en fait des gabarits de base qui nous simplifient la tâche lorsque nous voulons démarrer un nouveau projet. Donc, dans le dossier MPASM Suite, ce qui va nous intéresser, c'est le dossier template. Donc, le dossier template contient deux sous-dossiers, un dossier code et un dossier objet. Dans le dossier code, nous avons des gabarits de projet pour les différents microcontrôleurs qui sont supportés par l'interface de développement intégré MPLAB-X. Donc, celui qui va nous intéresser, évidemment, est le template ou le gabarit du 16F877A. Donc, nous allons copier et aller déposer à l'intérieur de notre répertoire qui nous servira dans quelques secondes à créer notre premier projet sous MPLAB. De la même manière, toujours dans le dossier MPASM Suite, nous avons une série de fichiers qui portent l'extension INC ou include. Alors, je vais vous le montrer ici, propriété. Donc, ils sont des fichiers .inc include. Donc, les fichiers include que nous allons voir plus en détail tout à l'heure contiennent des définitions de variables, de constantes qui nous permettent de ne pas avoir à mesurer le nom des différents bits ou des différents registres importants de notre microcontrôleur. Donc, tout comme tout à l'heure, nous allons aller sélectionner le fichier include du 16F877A. Donc, donnez-moi quelques secondes. Le voici. Donc, nous allons le copier et nous allons le coller encore une fois dans notre répertoire de projet que je peux fermer pour l'instant. Maintenant, je vais aller démarrer MPLAB-X. Donc, il y a plusieurs Microchip a tout récemment développé MPLAB-X, qui est une interface de développement intégré pour microcontrôleurs qui est multiplateforme. C'est-à-dire que si vous avez un PC, un Mac, un ordinateur qui roule sur Linux, sur Solarix, etc., etc., vous allez être capable de développer pour votre microcontrôleur en utilisant cette version de MPLAB. Préalablement à la version X, il existait une version MPLAB 8. quelque chose qui sera très bientôt discontinué. Donc, pour cette session, nous allons faire le virage. Nous allons travailler avec la nouvelle plateforme. Donc, démarrons le logiciel et commençons tout d'abord par présenter l'interface usager. Donc, l'interface qui va nous permettre de gérer les différents fichiers qui se trouvent à l'intérieur de notre projet, de créer un nouveau projet, d'éditer notre code soit en assembleur, soit en C, dépendamment du choix de compilateur que nous désirons utiliser, de simuler notre programme
de charger notre programme à l'intérieur d'un microcontrôleur et de lire le programme se trouvant à l'intérieur d'un microcontrôleur. Donc, allons-y. Lors de sa première ouverture, MPLAB-X vous présente l'interface que vous voyez présentement à l'écran. Maintenant, à partir de cette interface, nous pouvons créer un nouveau projet selon la technique que je vais vous montrer dans quelques instants. Parfait. Donc, pour créer un nouveau projet, c'est relativement simple. Nous allons sur Fichier, New Project, et nous avons plusieurs gabarits de projets qui sont déjà préétablis. Ce que nous voulons faire pour l'instant, c'est dans la section Microchip Embedded, choisir le type de projet Standalone. Nous appuyons sur Next et MPLAB-X va nous demander, tout comme dans la majorité des logiciels de conception, pour quelle famille de microcontrôleurs est-ce que nous désirons créer un projet. La famille qui nous intéresse est la famille Mid-Range 8 bits dans laquelle se trouvent les 16F. Donc, sélectionnons cette famille et dans cette famille plus précisément, nous voyons qu'il y a une multitude de microcontrôleurs, certains même ayant des émetteurs et des récepteurs RF inclus sur la puce. Donc, celui qui nous intéresse spécifiquement est le PIC 16F877A. Parfait. Donc, une fois que notre sélection est faite, nous appuyons sur Next et maintenant, on nous demande de choisir quel outil de développement, quel outil de programmation ou de débogage nous allons utiliser. Le programmeur que nous vous avons demandé de vous procurer pour le cours d'introduction à la mécatronique, à la programmation de microcontrôleurs, est le PIC-Kit 3. Donc, le PIC-Kit 3 est non seulement un débogueur, mais aussi un simulateur et il vous permet en temps réel, c'est-à-dire pendant que votre microcontrôleur est dans le circuit cible, d'exécuter votre programme pas à pas. Donc, il vous permet aussi de charger votre programme dans le microcontrôleur et d'aspirer un programme se trouvant déjà à l'intérieur d'un microcontrôleur. Pour la démonstration d'aujourd'hui, nous voulons y aller en simulation, ou pour les premiers cours, nous allons y aller en simulation, du moins jusqu'à ce que vous receviez vos microcontrôleurs et vos programmeurs. Donc, ce que nous allons choisir ici, c'est Simulator. Nous appuyons sur Next et maintenant, on nous demande en fait quel compilateur nous voulons utiliser. Nous pouvons programmer nos PIC sous deux langages différents, donc soit en assembleur, soit en C. Il existe plusieurs compilateurs C disponibles sur le marché. Microchip produit son propre compilateur C qui s'appelle le XC8, qui est disponible gratuitement en téléchargement du site de Microchip. Il y a aussi des compilateurs tierces qui sont faits par des compagnies, qui travaillent avec Microchip. Je peux nommer par exemple CCSS, qui est un compilateur très connu, ou Hightech PIC CC, qui est un compilateur C assez populaire aussi. Pour l'instant, nous allons travailler en assembleur, donc nous sélectionnons MPASM tout simplement. Nous appuyons sur Next et on nous demande ici de pointer vers le répertoire où devrait créer notre fameux projet et de nommer notre projet. Donc, je vais renommer mon projet démo projet pour l'instant et je vais pointer vers le dossier que nous avons préalablement créé sur le bureau qui s'appelait démo projet. On fait ouvrir, on fait finish et si tout s'est bien passé dans le meilleur des mondes, nous avons un nouveau projet qui a été créé. Évidemment, on dirait qu'il ne s'est pas passé grand-chose dans l'interface usager, mais si on regarde dans le gestionnaire de projet, on voit qu'il y a plusieurs sous-dossiers qui ont été ajoutés. Donc, pour être en mesure de commencer à travailler, nous devons ajouter à notre projet, puisque nous constatons que présentement, chacun des sous-dossiers est passablement vide. Nous devons ajouter à certains sous-dossiers de notre projet
des fichiers de départ que nous sommes allés chercher dans notre C tout à l'heure. Donc, j'ai nommé le fichier .asm, qui est notre gabarit de code, et le fichier include qui contient des définitions de variables, de ports et de bits qui vont nous être nécessaires pour la programmation de notre contrôleur. Donc, comment va-t-on procéder? C'est relativement simple. Nous allons aller sur Header File, donc fichier d'entête, et avec le bouton droit, nous allons choisir l'option Add Existing Item. Nous allons naviguer sur notre dossier de projet et sélectionner le fichier Include. En appuyant sur Select, nous voyons que ce fichier Include viendrait être rajouté à notre arborescence de projet. Nous allons aller regarder tout à l'heure que contient ce fameux fichier Include. Deuxième manipulation, nous allons aller sur le dossier Source File, appuyer sur le bouton droit, Add Existing Item et aller choisir le fichier 16F877A temp.asm, qui est en fait un squelette de code en assembleur pour notre microcontrôleur qui nous est gracieusement offert par un ingénieur de chez Microchip qui va nous servir de, si on veut, de point de départ pour nos propres codes en assembleur. Donc, appuyons sur Select et ce fichier vient lui aussi d'être ajouté à notre arborescence de projet. Donc, commençons d'abord par décortiquer ce qui se trouve à l'intérieur du fichier include. En fait, pour bien comprendre ce qui se trouve à l'intérieur du fichier include, laissez-moi aller ouvrir la fiche technique de notre microcontrôleur. Donc, je vais naviguer un peu sur mon ordinateur, excusez-moi. Donc, allons dans Industriel, Introduction à la mécatronique. Allons dans nos documents. Dans nos documents, nous devrions avoir, et voilà, la fiche technique du microcontrôleur. Et dans la fiche technique du microcontrôleur, nous avons évidemment tout ce que nous avons besoin de savoir pour exploiter correctement notre microcontrôleur. Mais ce qui m'intéresse principalement aujourd'hui est ce qu'on appelle l'organisation de la mémoire. Donc, ce ne sera pas trop long. Je vais vous présenter un magnifique tableau que vous devrez en fait imprimer et ne pas garder trop loin de vous. Nous y sommes presque. Donc, voici. Donc, nous avons vu dans les cours précédents qu'un microcontrôleur contient en fait un microprocesseur en plus d'une série de périphériques. Chacun de ces périphériques étant accessible par une adresse en particulier et pouvant échanger de l'information avec notre microprocesseur à travers le bus de contrôle, le bus de données et le bus d'adresse. Donc, ce que nous voyons ici à l'écran, dans la fiche technique, est l'organisation de la mémoire de notre microcontrôleur. Donc, le PIC 16F877 est divisé en pages ou l'équivalent en anglais en banques. Donc, nous voyons la banque 0, la banque 1, la banque 2 et la banque 3. Dans chacune de ces banques se trouvent ce qu'on appelle les Special Function Register, donc les SFR. Ce sont des registres particuliers qui nous permettent de configurer notre microcontrôleur, donc de lui dire quel périphérique nous voulons utiliser, de quelle manière ce périphérique doit se comporter ou échanger de l'information, soit avec le processeur interne, soit avec le monde extérieur. Donc, pourquoi est-ce que le fichier include est si important? C'est que quand nous allons programmer notre microcontrôleur soit en assembleur, soit en C, pour être capable de lire une valeur se trouvant dans un des Special Function Register se trouvant dans une des quatre banques de notre microcontrôleur, excusez-moi, nous allons devoir connaître spécifiquement l'adresse de chacun de ces registres. Donc, il y en a une quantité respectable. Ce serait beaucoup demandé à chaque programmeur de retenir par cœur que le port A se trouve à l'adresse 05, par exemple, ou que
NTCON, qui est le registre de configuration des interruptions, se retrouve à l'adresse 0B. Donc, à l'intérieur de notre fichier include, nous avons en réalité des définitions de variables, des définitions de constantes, qui correspondent à quoi? Qui sont des constantes qui représentent l'adresse de registre important pour nous en termes de programmation ou le nombre de bits contenus à l'intérieur de ces registres-là qui sont importants pour nous. Ce qui fait que dans notre programmation, nous n'avons qu'à utiliser ces fameuses constantes qui sont définies dans le fichier include et nous n'avons plus à nous rappeler des valeurs en hexadécimal. Donc, si nous minimisons la fiche technique et que nous retournons plutôt dans MPLABX, allons voir à quoi ressemble le fichier include. Donc, à l'intérieur du fichier include, nous avons deux premières constantes très intéressantes pour nous, donc la constante W et la constante F, qui sont respectivement égales à 0 et égales à 1, qui servent à quoi? Quand nous avons présenté les instructions de notre microcontrôleur, encore une fois dans la fiche technique, nous avons vu que nous avions une série d'instructions qui étaient byte-oriented, donc qui manipulait un byte au complet, donc une octet, 8 bits. Nous avons vu qu'il y avait une série d'instructions qui étaient bit-oriented, qui ne manipulaient qu'un seul bit dans un registre à la fois, et nous avons vu qu'il y avait une dernière famille qui était les instructions de contrôle. Donc, si encore une fois nous nous référons à la fiche technique, et cette fois-ci, pour aller plus rapidement, je vais aller chercher le Instruction Summary. Dans le Instruction Summary, qui est le résumé des instructions, mais voici les trois catégories dont nous parlions il y a quelques secondes. Donc, les instructions orientées registre, donc orientées byte, les instructions orientées bit, qui n'opèrent que sur un bit à la fois, et les instructions de contrôle. Donc, dans les instructions orientées registre, orientées byte, nous avons toujours l'instruction elle-même, suivie du registre sur lequel doit s'appliquer cette instruction ou cette opération, suivie d'une destination. Donc, quand nous mettons la valeur binaire, décimale ou hexa 0 à la place du D, ça signifie que le résultat de l'opération que nous voulons effectuer sur le registre doit être remis à l'intérieur de ce même registre. Alors que quand nous mettons la valeur 1 à la place du D, cela signifie que le résultat de l'opération que nous voulons effectuer sur le registre doit être remis à l'intérieur du même registre. Donc, au lieu de placer des 1 et des 0 qui peuvent causer de la confusion, dans le fichier include associé au 16F877, nous avons une constante W égale 0, W pour l'accumulateur, et une constante F égale à 1, F pour le registre. Donc, une instruction comme l'instruction d'addition, add WF, qui veut dire ajouter le contenu d'un registre spécifié par une adresse au contenu de l'accumulateur, le résultat de cette addition étant retourné soit dans 1 ou 0, soit dans W ou F, soit dans l'accumulateur ou le registre préalablement spécifié. Donc voilà à quoi les fameuses constantes W et F vont nous servir dans notre code en assembleur. Ensuite, nous avons une section qui définit les file registers, donc les différents registres ou registres spéciaux se trouvant à l'intérieur de notre microcontrôleur. Donc, nous allons très souvent avoir à manipuler le registre de statut, les différents ports de notre microcontrôleur, le registre de configuration des interruptions, les registres qui contiennent les flags associés à nos différentes instructions, les registres qui permettent de configurer la réception, la transmission série, les registres qui permettent de configurer ou de récupérer les résultats de conversion analogique à numérique. Et en fait, le fichier include continue de la sorte à définir des constantes banque par banque par banque.
Ensuite, nous avons une section qui éclate, si on veut, les bits importants de certains registres importants. Si nous remontons un tantinet, nous voyons par exemple ici que le registre de statut se trouve à l'adresse 03 dans notre microcontrôleur, ce que nous avons pu observer tout à l'heure à l'intérieur de la fiche technique. Si je peux me permettre de vous le remontrer, donnez-moi quelques secondes. Memory Organization. Voici. Donc, dans l'organisation de la mémoire, on voit que le registre de statut se trouve à l'adresse 3 et dans la banque numéro 0. Ce registre est très important. Pourquoi? Parce que à travers deux de ces bits, le bit nommé RP0 et le bit nommé RP1, nous pouvons demander au microcontrôleur d'effectuer des changements de banque. Donc, de nous donner accès au registre se trouvant soit dans la banque 0, soit dans la banque 1, soit dans la banque 2, soit dans la banque 3. Donc, au lieu de retenir par cœur que le bit RP1 du registre de statut est en fait le bit numéro 6 et que le bit RP0 du registre de statut est en fait le bit numéro 5, tout ce que nous avons à faire dans notre programme, dû à l'existence de notre fichier INC, de notre fichier include, c'est d'utiliser la constante RP0 et RP1 qui sont automatiquement équivalentes à 5 et à 6. Donc, je ne vais pas continuer à décrire chacune des constantes se trouvant dans le fichier include. Par contre, je vais tout simplement attirer votre attention sur le fait que lorsque vous voulez utiliser une de ces constantes dans votre programme, vous devez respecter la case. C'est-à-dire que si RP0 est écrit en majuscule, vous devez l'écrire aussi en majuscule dans votre programme en assembleur. Si RA2, qui est le troisième bit du port A sur votre microcontrôleur, qui peut être configuré en entrée ou en sortie, est écrit en majuscule, vous devez aussi l'écrire en majuscule dans votre programme. Donc voilà pour un tour rapide du fichier include, fichier sur lequel nous retournerons à plusieurs occasions durant la session pour comprendre un peu mieux quelle est la structure de notre microcontrôleur et quels sont les bits et les registres que nous devons attaquer pour que le microcontrôleur effectue une fonction ou une ou l'autre des fonctions spécifiques dont nous aurons besoin. Maintenant, redirigeons-nous vers le gabarit de code, le fichier 16F877A temp.asm, que nous pouvons d'ailleurs renommer à n'importe quel moment pour qu'il soit un peu plus significatif par rapport à ce que nous voulons programmer. Donc, double-cliquons dessus et voici l'anatomie d'un programme en assembleur. Donc, première chose à noter est la chose suivante, c'est que, et on va enlever le point-virgule qui se trouve juste ici, vous remarquez que la coloration du texte a changé. Pourquoi? Parce qu'en assembleur, sous MPLAB-X, un point-virgule est synonyme d'un commentaire. Donc, tout ce qui se trouve après le point-virgule est un commentaire. On va donc vous encourager tout au long de la session à créer des en-têtes à votre programme comme celle-ci qui vont être en commentaire, c'est-à-dire que le compilateur ne les regarde pas quand il compile votre code. Ces commentaires sont là pour vous. Ils peuvent servir de documentation ou d'explication à tout autre programmeur qui voudrait comprendre ce que vous avez fait dans votre application. Donc, si on regarde ce qui est fait dans ce gabarit de code pour nous, la première chose devant se trouver dans un programme en assembleur est ce qu'on appelle une directive. Ce n'est pas une instruction pour le microcontrôleur, mais plutôt une directive pour le compilateur qui lui dit de quelle manière il doit travailler avec le code qui va suivre. Donc, la directive list suivie de P égale, suivie du modèle de microcontrôleur que nous désirons utiliser, indique à MPLAB-X que le code qui va suivre doit être adapté ou optimisé pour un microcontrôleur 16F877A. Ensuite, nous avons la directive include, suivie entre signes plus petits et plus grands
Ben, du nom de notre fichier inclus. Donc, cette directive dit au compilateur que s'il trouve dans le code qui va suivre un nom de variable ou un nom de constante qui n'est pas un mot-clé ou une instruction connue du microcontrôleur, il devrait aller regarder dans le fichier csf877a.include, le fichier que nous avons importé tout à l'heure, pour voir si ce mot-clé inconnu n'est pas une constante qui a été définie par le programmeur, ou si ce mot-clé ne se trouve pas dans le programmeur avec une signification bien particulière. Ensuite, nous avons ici ce que nous appelons les configuration bits. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est de les mettre en commentaire. Pourquoi? Parce que à travers l'interface de MPLAB, nous avons ici dans Windows et Pick Memory View, nous avons une page nommée Configuration Bit qui nous permet de manière graphique de configurer ces fameux bits ou ces fameux fusées du microcontrôleur. À quoi servent chacun de ces fusées? Ben, je vais vous les décrire ici dans la fenêtre Configuration Bit. Le FOC représente quoi? Représente le type d'oscillateur qui va donner, si on veut, les coups d'horloge pour votre microcontrôleur. Un microcontrôleur est un système séquentiel qui exécute ses instructions à chaque coup d'horloge sur les fronts montants ou descendants. Donc, il faut une source d'impulsion. Pour les microcontrôleurs de microchip, nous avons différents types d'horloges ou différentes manières de fournir cette horloge à notre microcontrôleur. Horloge qui, en passant, doit être fournie ou doit être branchée. Et je vais vous le montrer ici dans la fiche technique. Qui doit être branchée, prenons notre modèle de microcontrôleur, entre la patte 13 et la patte 14. Donc, retournons à MPLAB. Donc, nous avons plusieurs types de cristal possibles. Types de configuration pour générer cette horloge. Donc, on peut y aller avec un réseau résonant RC, donc avec une combinaison de condensateurs et de résistance qui va fournir ces fameuses impulsions. Nous allons utiliser un réseau RC quand les besoins de notre système ne demandent pas beaucoup de précision au niveau du temps. Ensuite, nous avons les cristaux de type HS, les cristaux de type XT, les cristaux de type LP. Ce que nous allons utiliser cette session-ci est un cristal de type XT, donc un cristal céramique en réalité qui oscille à une fréquence naturelle. Ensuite, nous avons ce que nous appelons le Watchdog Timer. Donc, un Watchdog Timer est une espèce de système qui surveille, si on veut, l'exécution des instructions du microcontrôleur et s'assure que le microcontrôleur reste en phase avec ses coups d'horloge. Si jamais le Watchdog Timer, Watchdog pour chien de garde ou surveillant ou gendarme, se rend compte que le microcontrôleur est en train de se déphaser par rapport à son cycle d'horloge ou à sa vitesse d'instruction, il va nous permettre de redémarrer automatiquement le microcontrôleur. Donc, pour l'instant, nous allons le désactiver. Ensuite, le Power Up Timer Enable. Je ne vais pas le décrire pour l'instant, nous n'avons pas besoin pour l'instant. Le Burnout Reset, c'est la même chose. Désactivons-le pour l'instant. Le Low Voltage Single Supply in Circuit Serial Programming. Nous allons le laisser activé pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'à travers les pattes PGM et en fait, retournons à la fiche technique, parce qu'à travers les pattes PGD, PGC, PGM et nos alimentations positives VDD et VSS, nous sommes capables de brancher notre programmeur, le PITKit 3, en utilisant une technologie qui s'appelle ISCP,
in-circuit serial programming à notre microcontrôleur pour le programmer. Donc, pour être capable de le programmer de la sorte, il faut activer ce qu'on appelle le Low Voltage Programming. Ensuite, on a le CPD, donc Data EEPROM Memory Code Protection. À l'intérieur de notre microcontrôleur, nous avons de la mémoire EEPROM, donc pour Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, et nous sommes capables de protéger cette mémoire pour que personne ne puisse aller lire ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, on va désactiver ça pour l'instant. Ensuite, nous avons le WRT pour, excusez-moi, Flash Program Memory Write Enable et finalement le Flash Program Memory Code Protect. Donc, deux fonctions dont nous n'avons pas besoin pour l'instant, désactivons-les. Donc, la configuration que vous avez présentement à l'écran pour vos configuration flags sont les configurations dont nous avons besoin pour l'instant pour nos premiers laboratoires. Lorsque le besoin se fera sentir, nous reviendrons à cette fenêtre pour vous indiquer quelles sont les modifications que vous devrez y apporter. Donc, une fois que vous avez choisi les configuration bits qui vous intéressent, tout ce qui vous reste à faire, c'est cliquer sur Generate Source Code to Output et le logiciel vous génère une magnifique ligne de configuration bits que vous pouvez copier et venir coller directement dans votre application. Voilà pourquoi je vous ai demandé de je vous ai demandé de mettre en commentaire les configuration bits qui apparaissent par défaut dans le gabarit de code parce que c'est ce qu'il y a dans le code en assembleur qui a toujours préséance sur ce qui est configuré dans l'interface graphique. Parfait. Une fois que le compilateur connaît le microcontrôleur pour lequel nous avons créé ce projet, une fois que le compilateur connaît quel est le fichier include dans lequel nous avons défini ou dans lequel sont définies les différentes constantes représentant les adresses des ports et les bits des ports que nous allons attaquer ou questionner durant le développement de notre programme. Une fois que nous avons configuré les différents bits indiquant quel type d'oscillateur et quel autre comportement de base nous voulons que notre microcontrôleur démontre, nous avons une section de définition de variables dans notre programme. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que nous ne pouvons pas déclarer de variables où bon nous semble à l'intérieur d'un microcontrôleur. En réalité, si nous retournons encore dans l'organisation de la mémoire, Memory Organization, excusez-moi, nous allons, en fait, c'est relativement clair, si nous regardons comment la mémoire est organisée, nous voyons que dans chacune de nos trois banques, nous avons des SFR, donc des Special Function Register, qui sont bien identifiés. Nous avons des adresses mémoire qui sont grisaillées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas accessibles pour le programmeur, mais dans chaque banque, nous avons aussi des plages d'adresses, spécifiquement dans la banque 0, nous avons une plage d'adresse de l'adresse 20 à l'adresse 7F, qui est nommé General Purpose Register. Nous avons 96 bytes en fait à notre disposition. Dans la banque numéro 1, nous avons une plage d'adresse de l'adresse A0 à l'adresse EF, encore une fois identifié General Purpose Register. Et ça continue ainsi de suite dans chacune des banques. Si notre application ou notre programme a besoin d'une variable globale ou locale temporaire pour stocker de l'information afin d'y effectuer un calcul, nous avons le droit d'utiliser n'importe quel registre se trouvant dans les différentes plages d'adresse mémoire que nous venons de présenter ici dans l'organisation. Donc, c'est ce qui est fait en réalité pour nous
avec les trois variables que vous voyez ici, qui sont des variables dont nous n'allons pas nous servir pour l'instant parce qu'elles servent lors du traitement d'une interruption. Sujet un peu avancé que nous allons aborder d'ici peut-être 3 ou 4 semaines. Donc, la section de définition des variables est une section où vous pouvez venir donner le nom d'une variable, ensuite utiliser le mot clé equate en majuscule ou minuscule, et ensuite spécifier une adresse en hexadécimal qui représente la case mémoire que vous voulez associer à cette étiquette. En fait, dans MPLAB, nous pouvons définir les adresses ou les constantes sous forme hexadécimale, comme je viens de le faire, ou sous forme décimale, en spécifiant D minuscule ou D majuscule, suivi d'un apostrophe et suivi de, disons, la valeur qui nous intéresse. Donc, disons que je voudrais sauvegarder quelque chose à l'adresse 255. Voici comment je l'aurais spécifié en décimale. Au lieu d'écrire Toto equate 0x f par exemple. Donc, ces deux déclarations de variables sont analogues. Elles veulent dire exactement la même chose. La norme veut qu'en assembleur, on utilise des valeurs hexadécimales, mais il y a possibilité d'utiliser, comme je vous l'ai mentionné, des valeurs décimales, et même si l'envie vous en prend, d'utiliser des valeurs binaires. Donc, je n'aurai qu'à spécifier un B majuscule ou un B minuscule et représenter la valeur qui m'intéresse en binaire, en gardant en tête que le bit le plus significatif est le premier et le bit le moins significatif est le dernier. Mais nous y reviendrons dans les prochains exemples ou dans les prochaines vidéos. Parfait. Après la définition des variables, nous avons la directive org pour origine qui représente ce qu'on appelle le reset vector. Lorsque votre microcontrôleur démarre ou redémarre, il lui faut savoir à quelle adresse se trouve la première instruction de votre programme. Donc, à quel endroit, à quelle adresse il doit aller pour récupérer la première instruction de votre programme et commencer son exécution. Donc, org 0x000 ne signifie pas que la première adresse de votre programme se trouve à l'adresse 000. C'est votre compilateur ou votre IDE, MPLAB X, qui va déterminer, selon le microcontrôleur utilisé, où votre code va se situer exactement dans la mémoire, mais cette directive, justement, donne la permission, si on veut, à MPLAB de faire ce choix automatiquement pour vous, basé sur la puce que vous avez choisie ici. Parfait. Continuez. Donc, NOP, NOP est une instruction et non une directive, donc elle est dirigée au microcontrôleur et elle signifie No Operation. Il est conseillé par le manufacturier Microchip lors du début de l'exécution d'un programme, de ne rien faire pendant un coup d'horloge, pendant un cycle. Donc, c'est ce qui est fait ici, No Operation, fait que notre microcontrôleur a le temps de s'initialiser correctement avant de commencer à traiter nos instructions. Ensuite, nous avons ici un goto main qui est un saut ou un branchement. Donc, dès le début de son exécution, notre programme va chercher ou va aller à l'endroit en mémoire qui a été assigné à l'étiquette main. Donc, l'étiquette main se trouve juste ici et en fait, c'est dans cette zone entre le main et le end, ou plutôt entre le main et le goto $ que je viens de marquer, que vous devriez coder votre programme en assembleur
dans ce gabarit fourni par Microchip. Donc, si mon programme, en fait, démarre, n'effectue rien pendant un cycle d'opération et par la suite saute à main et exécute tout ce qui se trouve entre main et goToDollar, à quoi sert le OR 0x004 et tout le code qui suit? Ben, en fait, l'adresse 004 est ce qu'on appelle le vecteur d'interruption. Donc, dès lors qu'une interruption, peu importe le type d'interruption, et nous allons en voir plusieurs cette session-ci, des interruptions lors d'une conversion analogique numérique, des interruptions lors d'une réception d'un caractère ou d'un byte ou d'un bit sur le port série, des interruptions lors d'un changement de niveau logique sur un bit en particulier, d'un port en particulier. Bref, peu importe la cause de l'interruption, le microcontrôleur va toujours sauter à l'adresse 0x04 et à partir de cet instant, on va sauvegarder l'information se trouvant dans les registres importants du microcontrôleur. On va traiter ici la source de l'interruption, c'est-à-dire régler le problème. Ensuite, on va restituer au microcontrôleur l'état dans lequel il était avant de s'occuper de l'interruption. Et ensuite, return from interrupt ben, est une instruction qui va permettre au microcontrôleur de reprendre son travail dans la partie principale du programme, là où il se trouvait au moment où il a été, disons, distrait et appelé à aller servir l'interruption. Donc, voilà un peu l'ABC d'un programme en assembleur. Et quand nous verrons comment créer des sous-routines pour rendre nos programmes euh, plus, plus fonctionnels, plus faciles à lire, mais les routines devront être déclarées entre le goToDollar et le end. Tout ce qui se trouve après le end n'est pas considéré par notre compilateur. Donc, pour être sûr que votre environnement de développement est configuré correctement, ben, ce qu'il vous reste à faire est de faire la chose suivante. Donc, appuyez sur le petit bouton ici et si le fichier include est importé correctement, si votre gabarit de code est incorporé correctement, ici il n'y a aucune erreur de syntaxe, ce qui n'est pas le cas ici parce qu'on n'a rien écrit, votre programme devrait compiler correctement et vous devriez avoir un magnifique message Build Successful. Donc, regardons ce qui se passe, regardons ce qui se passe. Et voilà, excusez-moi, donc un magnifique build successful. Donc, notre programme s'est compilé correctement et nous serions maintenant prêts à utiliser les différents outils de débogage de MPLAB pour voir étape par étape ce qui se passe à l'intérieur de chacun des registres de notre microcontrôleur, être capable de voir quelles sont les valeurs qui ont été lues à partir d'un port en particulier, quelles sont les valeurs qui ont été écrites sur un port en particulier. Nous serions même capables de simuler des niveaux logiques hauts et bas sur différentes pins de notre microcontrôleur. Mais c'est le sujet du prochain vidéo. Donc, dans ce vidéo, nous avons vu comment démarrer un projet sous MPLAB-X. Nous avons vu quelle était l'utilité du fichier include associé à un modèle de microcontrôleur. Nous avons vu comment les fichiers temp.asm fournis par Microchip peuvent nous aider à accélérer le développement d'un programme. Nous avons vu si on veut, l'anatomie d'un programme en assembleur, donc les directives principales qui doivent se trouver dans notre programme. Nous avons vu que signifiaient les configuration bits et quels devaient être les configuration bits dont nous avons besoin pour l'instant pour que nos programmes s'exécutent correctement. Nous avons vu comment déclarer nos propres variables
et quelles sont les plages de mémoire disponibles ou permises pour la déclaration de nos variables. Nous avons aussi vu où il sera possible pour nous d'écrire notre code en assembleur et nous avons vu comment compiler notre programme. Donc voilà pour le premier vidéo et nous nous reverrons pour la suite dans le vidéo numéro 2. Merci.